Aux États-Unis maintenant, après le meurtre tragique de George Floyd, un véritable débat, une prise de conscience refait surface sur la question raciale. Politiciens et activistes repensent certaines lois. On parle même de démanteler, retirer le financement du service de police dans certaines villes comme Minneapolis. Ce soir, on vous présente un entretien exclusif en français avec une des militantes afro-américaines les plus influentes aux États-Unis, Angela Davis. Elle lutte depuis plus de 50 ans pour l'égalité raciale et toute forme d'oppression contre les minorités. Née en 1944 à Birmingham, dans une Amérique ségrégationniste et raciste, Angela Davis est le visage de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Parmi ses souvenirs d'enfance, le Ku Klux Klan qui fait exploser les maisons des Noirs américains. Tout de suite, elle milite auprès des Black Panthers, épouse la cause communiste, tout en terminant son doctorat en philosophie en 1969. Avec sa célèbre coupe afro, elle devient rapidement une icône du mouvement des Noirs américains. « J'étais un symbole qu'il fallait détruire », dira-t-elle plus tard. En 1970, elle est sur la liste des femmes les plus recherchées du FBI. Elle est accusée injustement de meurtre et d'enlèvement dans un attentat visant à libérer des prisonniers politiques noirs. Elle est arrêtée et fait face à la peine de mort. S'ensuit alors un mouvement international qui réclame sa libération. Les Rolling Stones chantent Sweet Black Angel. John Lennon et Yoko Ono enregistrent la chanson Angela. En France, Jean-Paul Sartre, Aragon, Foucault font pression. Après 16 mois de détention, elle est libérée avec le fameux poing en l'air. Aujourd'hui, elle continue de militer pour l'égalité des femmes, contre le racisme, contre l'oppression et pour l'abolition de la peine de mort. Angela Davis, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Quel regard portez-vous là sur tout le mouvement qui a été déclenché après la mort de George Floyd? C'est la première fois que nous avons vu une telle réponse immédiate à un tel meurtre raciste presque partout dans le monde. Et c'est bien sûr à cause de la nouvelle technologie de communication. Nous avons tous collectivement regardé les dernières minutes de la vie de George Floyd. Mais une telle réponse était possible précisément à cause du fait que la brutalité raciste policière existe aussi en Europe, en Brésil, aussi au Canada. C'est un problème mondial. Et je crois que nous devons créer une solidarité mondiale. Et je crois que cette solidarité peut peut-être créer la base pour un espoir de changement. Madame Davis, si on regarde les 50 dernières années, il y a eu la fin de l'apartheid, il y a eu également l'élection d'un premier président afro-américain aux États-Unis. Donc, on sentait le racisme, c'était quelque chose du passé. Et puis là, en 2020, on a la mort terrible de George Floyd. Est-ce que c'est un réveil brutal? Est-ce qu'on s'est un peu reposé sur nos lauriers? Bon, alors, le discours populaire, c'était que le racisme était déjà éliminé. Bien sûr que l'élection de Barack Obama a servi d'exemple de la fausse idée qu'il n'y avait plus de racisme. Mais je crois que cette conception de racisme elle-même était fausse. Le racisme est beaucoup plus que des attitudes individuelles. L'adjectif raciste était utilisé et continue d'être utilisé pour décrire des individus, des personnes individuelles. Mais à l'autre côté, nous avons dit pendant les derniers 50 ans que le racisme n'est pas seulement ancré dans les attitudes. Le racisme est structurel, il est systémique. Il est institutionnel. Et les meurtres par la police de George Floyd, Breonna Taylor, Rayshard Brooks et le meurtre de Ahmaud Arbery par des milices racistes ont
été le réveil. C'est beaucoup plus difficile de faire des changements alors dans le racisme systémique. On a aussi un débat ici au Québec, au Canada, sur le racisme systémique. Ça va prendre plus de temps pour le changer. Est-ce que vous avez espoir que ça puisse changer? Oui, j'ai eu l'espoir que ça va changer, mais pas dans un instant. D'abord, c'est absolument extraordinaire que des protestes continuent ici, en Amérique du Nord, mais aussi en Europe et en Amérique du Sud, pour changer les institutions. Nous aurions besoin de beaucoup plus que les réformes. Les prisons et les départements de police ont été perpétuellement réformés. Et après les réformes, ces institutions ont devenu même plus violentes, plus racistes, plus permanentes. C'est la raison pourquoi je crois que les activistes jeunes demandent l'abolition des prisons. Ils disent qu'il faut démonter la police, c'est-à-dire créer les nouvelles institutions. Imaginez un nouvel ordre au-delà du capitalisme racial, capitalisme global. On poursuit l'entrevue avec Angela Davis et vous allez voir dans un instant un extrait d'un discours qu'elle a prononcé en 1972, un discours qui est malheureusement toujours d'actualité. The major problem people throughout this country are confronting is the problem of racism. Black and brown and Asian and Native American people have always been the first victims of oppression and repression in this country. C'était en 1972, nous sommes en 2020 et on a l'impression qu'on est face au même problème. C'est le même problème, mais je crois que l'énergie de la jeunesse, les leçons que nous avons apprises pendant les mouvements que nous avons créés, ça, ce n'est pas la même chose. Alors, nous avons un terrain qui est tout à fait nouveau. Nous avons un vocabulaire qui est nouveau. Alors, c'est pourquoi je crois que maintenant, c'est le temps pour un espoir réel. Vous avez été activiste, vous êtes encore activiste, féministe, vous faites partie de cette génération qui a lutté pour les droits de la personne. Comment expliquer l'élection de Donald Trump après Barack Obama? Je n'aime pas prononcer le nom de l'homme qui était président des États-Unis, alors c'est pourquoi j'hésite. Quand quelqu'un comme le président dit à ceux qui souffrent vraiment que la raison pour laquelle vous souffrez, c'est à cause des immigrants de Mexique, c'est à cause des Noirs, c'est à cause de l'action affirmative. C'est la démagogie qui a créé, consolidé le racisme aujourd'hui. Vous avez des élections, Angela Davis, dans 4 mois aux États-Unis. Est-ce que c'est important que les gens, évidemment, votent? Mais selon vous, est-ce que Joe Biden pourrait être la solution? Bon, alors il faut voter. Il faut que le président qui est aujourd'hui dans la Maison-Blanche, il faut qu'il s'en va. Et selon vous, le changement, ça ne passe pas nécessairement par le politique? Je ne crois pas que la politique électorale est le meilleur espace pour exprimer une politique radicale. Je crois que les organisations, Black Lives Matter,
les jeunes, les protestes, c'est ça qui va changer le monde. Et c'est la première fois, je crois, dans notre histoire, que beaucoup de personnes blanches reconnaissent cette relation. C'est une demande radicale pour la démocratie, contre le racisme, contre le sexisme, contre l'homophobie, transphobie, la discrimination économique et pour beaucoup d'entre nous contre le capitalisme et surtout pour la santé de la planète. Et je crois que c'est la raison pourquoi tout le monde, partout, regarde ce mouvement comme l'espoir de tous. C'est la première fois que nous avons achevé une espèce de consensus, un consensus qui est beaucoup plus radical que dans le passé. Est-ce que la situation des Afro-Américains, des personnes noires, selon vous, s'est améliorée ou pas, collectivement? Il y a des changements qui ont été faits et je crois que c'est bien. Mais fondamentalement, rien n'a changé. Les institutions parlent de la diversité. Et bien sûr, il y a plus de gens qui représentent des communautés racialisées dans les institutions économiques, dans les universités. Mais les institutions elles-mêmes n'ont pas changé. Alors, et c'est une contradiction. Si vous intégrez quelqu'un qui a été marginalisé dans le passé, par une institution, et l'institution reste le même qu'elle était quand il y avait cette marginalisation, alors ça n'a fondamentalement rien changé. Alors, c'est le temps maintenant de commencer de changer les institutions. Et selon vous, ces institutions-là vont céder à la pression populaire? Je crois, j'espère. Angela Davis, merci beaucoup. Merci infiniment. Et merci pour l'avoir invité.